y aller, il faut y aller. Je suis Franck Ebodé, caméraman, monteur, réalisateur. Si je suis devant une caméra aujourd'hui, c'est pour faire un témoignage, pour vider mon sac. Pour vider mon sac parce que ce qui se passe dans ma vie actuellement, je commence à avoir peur. Je ne sais même pas si l'année va me finir. Je ne sais vraiment pas, je doute fort. Je doute fort. Je suis en train de broyer du noir actuellement et ça me fait autant plus peur parce que je ne pouvais pas imaginer que c'est quelqu'un de proche, quelqu'un de très proche, un ami, un frère, avec qui j'ai presque tout partagé. J'ai presque tout partagé. Et jusqu'au moment où j'ai su qu'il en était l'instigateur, en dehors de ce qu'il m'avait déjà fait, que j'avais décidé de passer l'éponge. À un moment, il faut qu'une grâce reste pour qu'on sache qui il est exactement. J'ai connu cette année 2023, l'année 2023 qui vient de s'achever. J'ai connu des moments super difficiles. Déjà même bien avant, à partir de 2022, fin 2022, je ne comprenais plus rien à ma vie. Tout ce que je touchais pourrissait. Tout ce que j'avais, je le perdais. Quand je dis tout, je dis tout. Du moins presque tout parce que je n'ai pas perdu mes enfants. Je me suis retrouvé dans une situation où j'aurais souhaité que ce soit quelqu'un avec qui je n'ai pas un lien d'amitié. J'aurais souhaité que ce soit quelqu'un que je n'aime pas particulièrement. J'aurais trouvé ça légitime. Mais que ça vienne de quelqu'un que j'ai pris comme mon frère, parce qu'il n'était pas un ami. On a commencé ami, mais il est devenu plus un frère. Parce qu'on était tout le temps partout. Dans la mesure du normal. Alors, comment je connais Bruno Bidjan? Je connais Bruno Bidjan de fin 2017. Fin 2017, oui. Oui, en 2017, je pense. Quand il vient commencer le travail à Vision 4, moi j'étais en tant que collaborateur externe. Je suis arrivé, je faisais mon taf, je rentrais chez moi, jusqu'à ce qu'on me prenne un stage pré-emploi, en essai. Et puis un jour, nous avons un directeur à cette époque, Ernest Obama. Il fait entrer, le présente, c'est Bruno Bidjan, le fils de tel. C'est un enfant de la maison, il a souvent été là, mais maintenant il va vraiment travailler avec nous à plein temps. Comme ça, on salue tout le monde, on sympathise en pleine salle de rédaction. Je vois un jeune comme moi, dynamique par rapport à ce qu'on parlait de lui pendant la réunion. Je me reconnais un peu en lui, un dynamisme vraiment, ça je ne peux pas le nier, un dynamisme vraiment de quelqu'un qui voulait vraiment faire des bonnes choses. C'est comme ça, après la fin de la rédaction, on se lie d'amitié, on se présente, on me dit bon, j'ai entendu parler de toi, t'as souvent vu à la télé, machin, truc. Ok,
Il me dit que bon, vraiment, on m'a parlé de toi, il paraît que c'est toi l'un des meilleurs cadreurs ici. Je voudrais vraiment travailler avec toi. Je dis, j'ai pas de souci, je suis ici pour travailler. Au fil du temps, je fais uniquement, la plupart du temps, je fais les reportages avec lui, on sort. Même les reportages à titre personnel, c'est moi qui contacte. On a voyagé beaucoup dans le sud. À deux, on n'avait rien. On n'avait rien. On a commencé cette fameuse route du Sud ensemble. Ça n'a pas été facile, mais on savait que quelque chose de bon allait en sortir. On a cheminé, on a passé de très bons moments et des moments douloureux aussi. On a passé des moments douloureux aussi, mais on est toujours restés soudés l'un à l'autre jusqu'en 2021, où tout a commencé à basculer. Alors, je me retrouve dans une situation un peu inconfortable chez mon ex-employeur. Je suis suspendu pour une durée indéterminée pour quelque chose que je ne savais même pas de quoi on me reprochait, on me suspend. Je fais presque 8 mois au quartier. Mais après, je cours un boulot ailleurs en tant que monteur maison de production, Afrobeat Production, où j'étais d'ailleurs très bien payé. Mais durant ce temps que j'étais suspendu, j'attendais à ce que mon ami qui avait déjà la cote à la maison, il était déjà proche du PDG, il pouvait me faire revenir, mais que non. Mais le jour que je pars commencer le travail, j'ai signé un nouveau contrat de travail. Mon ami m'appelle ce jour, il me dit, bon voilà, j'ai parlé au boss, il faut que tu reviennes. Il a dit que tu viens, il dit que mais quand tu m'appelles aujourd'hui, alors moi je vais commencer le travail demain à Basto, c'est d'ailleurs très bien payé, c'est 6 fois ce que je gagnais à Vision Car et les horaires sont tellement flexibles, on me demande rien, je travaille à la tâche. Quand tu me demandes ça là maintenant, je ne peux pas vraiment accepter. Il me dit non, vraiment, j'avais à donner ma parole au boss, il faut venir. Au moins, fais-moi plaisir. Si te dis ce qui ne te plaît pas, tu prendras ta décision. Parce que j'ai appris que tu ne reviendras, tu as décidé de ne plus revenir. Je dis qu'effectivement, j'ai décidé de ne plus revenir. C'est pour ça que j'ai cherché ailleurs. Il m'a tellement supplié. Je dis que bon, pour le lien d'amitié, de fraternité qu'on a, je vais venir. Je suis allé. J'ai passé toutes ces journées avec une caméra de vision car moi j'étais en reportage pour lui, d'ailleurs pour le boss en question. Mais à la fin de la soirée, c'est pas ce que mon ami m'avait dit. Il m'avait dit pour moi à la fin de la soirée, je vais te faire rencontrer le boss et puis vous allez parler, essayer de régler un certain point. Tu vas poser tes conditions. Il est même d'ailleurs prêt à accepter tout. Mais sauf qu'à ma grande surprise, à 17h, à l'heure à laquelle il a l'habitude de partir, je vois son cortège partir, il dit que mais bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais aller dans son domicile? Non. Je suis venu ici pour le rencontrer. J'appelle mon ami, je demande, le boss vient de partir, on ne s'est pas vu, qu'est-ce qui se passe? Il me dit vraiment, il faut venir demain. Je dis que je ne peux pas venir demain. J'ai déjà donné ma parole. Et tu me connais. Je suis un homme de parole. J'ai donné ma parole au matin à 8h demain, donc je ne peux plus venir. Je suis venu aujourd'hui, je me suis sacrifié toute une journée, j'ai travaillé pour vous. Je ne vous demande rien même d'ailleurs. Ça m'a fait quand même une certaine nostalgie, mais je ne peux plus être employé ici. Je suis rentré, j'étais un peu frustré de constater que mon ami m'a soit utilisé, à quelle fin je ne sais même pas d'ailleurs, soit c'est qu'on m'a encore négligé, mais je suis rentré et je suis passé à autre chose. Mais à ce moment, je commence à recevoir certaines nouvelles, certaines rumeurs que je négligeais même d'ailleurs. Je me dis, mais bon, frère, il y a une histoire de partouze qui s'est passée à Saint-Méliman. Déjà, j'allais même oublier l'affaire de Saint-Méliman. Où je commence à trouver mon ami Panet. On va en mission, c'était même pas une mission, on va en balade à Saint-Méliman. Une autorité du pays. On arrive là-bas. Moi, je ne suis pas seul. Je vais avec une amie très proche.
On arrive là-bas, l'ambiance est bonne. On tape les divers, on boit du vin, on mange bien, on tape les divers. Après un moment, les deux s'éclipsent, moi je reste avec mon ami. Après, ils reviennent, les deux reviennent, Bruno et le monsieur, ils reviennent. La mine change. Je ne comprends pas pourquoi. Je me dis que mais qu'est-ce qui dérange maintenant? Après, on décide d'aller dormir. Et puis, on rentre. On va rentrer le lendemain. Moi, je me disais que ça s'était bien passé. On était d'ailleurs parti pour une raison, pour parler d'un certain nombre de choses, ce qu'on n'a d'ailleurs pas fait ce soir, jusqu'à quand il m'annonce que le matin, on va remonter sur Yaoundé. On rentre naturellement. Mais avant de rentrer à l'hôtel, il me dit, vraiment, frère, il faut que je te parle. Je dis qu'il y a quoi? Il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Il me dit, en fait, le président n'a pas aimé que tu sois venu avec une fille. Pas même que tu sois venu avec une fille, mais que vous vous touchiez comme vous vous touchez là quand on n'était pas là. Je dis, mais comment vous savez qu'on s'est touché? Bien sûr, les vitres sont transparentes, mais si c'est ma petite, je ne vois pas pourquoi ça vous dérange. Peut-être parce que c'est chez lui, je peux encore comprendre. Mais jusque-là, je ne comprends pas encore la supercherie. Donc, il n'a vraiment pas aimé et peut-être que tu ne viendras plus ici. Mais je dis qu'il n'y a pas de problème. Je m'excuse si ça l'a offensé. On rentre. Je ne dis même pas ça à mon ami en question. On rentre. C'est comme ça que pour moi, la route de 100 mm se coupe. Un projet qu'on a commencé d'ailleurs même à deux. Et au moment de porter les fruits, je suis écarté pour une raison que moi je trouve un peu aussi un peu bidon. Mais je l'accepte. Et après un moment, je décide un peu de prendre mes distances. Après un jour, la fille en question essaie de me joindre toute une journée. Je suis injoignable. Un samedi matin, j'ai allumé mon téléphone vers l'après-midi. Elle m'appelle, depuis que je t'appelle là, ton téléphone ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je dis que je ne comprends pas. Elle me demande pourquoi tu me fais ce genre de coup. Est-ce que je te dis que je suis ce genre de fille? Je dis que mais je ne comprends pas. Tu parles de quoi? Elle me dit, tu n'es pas ici à Samélima. Je dis que non, moi ça fait longtemps que je n'ai plus mis mes pieds à Samélima. La dernière fois qu'on était ensemble là, je me rappelle même que la dernière fois que j'étais à Samélima. La dernière fois, je pense que c'était même avec toi que j'étais à Samélima, mais depuis j'ai pris mes pieds. Elle me dit, en fait, moi, je suis à Samélima. Je dis, mais tu fais quoi là-bas? Elle me répond, mais elle de retoquer, elle me demande, toi, tu me demandes ça comment? Alors que c'est toi qui as demandé à ton frère de me faire venir à Samélima ici. Je dis, mais je vais demander à quel moment? Elle me dit, mais Bruno m'a appelé. Il m'a dit, tu as demandé qu'il m'appelle et que je vous retrouve à Samélima, au même lieu que la dernière fois. Il me dit, moi, je ne suis pas à Samélima. Et si je voulais même d'abord te le dire, je serais passé vers toi directement, au moins te laisser un message. Elle me redit, il dit que c'est Bruno qui m'a dit de venir. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas passé bien ici. Je suis rentré et je suis très furax. J'arrive à Yaoundé et on se parle de vive voix. Elle raccroche, elle arrive dans la soirée. On ne se voit pas ce jour, on se voit plutôt le lendemain. Elle me dit comme quoi Bruno lui a demandé de venir à ma demande. Et arrivé là-bas, on lui a dit comme quoi j'étais dans une brousse et puis le reportage n'est pas encore fini, je vais arriver après. Mais qu'à cela ne tienne, il va m'entretenir. Il va m'entretenir, comme moi je comprends que bon, les commodités, l'attente, le temps que je réalise Samélima. Mais à un moment, les propositions commencent à fuser de partout. Du genre, vraiment, on ne sait pas ce que tu fais avec Ebodé, tu peux être plutôt avec tel, ou moi, tu auras plus. Ebodé n'a rien, il n'a pas d'argent, toi tu auras tout ce que tu veux, tu es une belle femme, tu n'es pas, il n'a pas ton niveau. Le genre de femme que tu es là, ce n'est pas avec ce genre de gars que tu dois être. Après, il demande, vous voulez quoi concrètement? Je dis que non, on s'amuse bien comme on est là à Croix. Je dis que je ne comprends toujours pas s'amuser, comment.
Elle demande, mais Bruno, tu sais que je suis l'ami de ton frère, mais c'est quel genre de proposition que j'entends comme ça? Elle s'enflamme, parce qu'elle est un peu colérique, elle s'enflamme. Et ça se passe malheureusement pour elle, comme elle a dit, elle avait son agent de transport, elle est remontée sur Yaoundé. Je suis choqué, je suis étonné, je n'arrive pas à comprendre. Après, elle me dit, je t'avais déjà parlé de ton frère, que tu appelles ton frère ici chaque fois. Je suis venu te parler une fois quand toi et moi, on s'est d'abord séparés. Tu l'avais appelé quand j'avais tout cassé chez toi. C'est lui que tu avais appelé pour venir t'aider à résoudre ce problème. Quand tu as demandé à ton frère et ton ami de m'accompagner, il est parti me draguer en route. Je suis revenu chez toi dans la soirée pour t'expliquer. Tu m'as dit que tu ne voulais rien entendre. Je peux comprendre que c'était la colère, que tu n'avais pas encore digéré ce qui s'est passé entre toi et moi. Mais je suis venu cet après-midi-là te prévenir. Tu m'as refoulé et je t'avais dit, un jour, tu vas me chercher et tu vas comprendre qui est ton ami que tu appelles ton frère. Honnêtement, je l'avais refoulé parce que je pensais qu'elle voulait nous cogner les têtes. C'est la première chose qui est venue dans ma tête. Elle me redit, écoutez, ça fait quelques années que je t'avais parlé de ton ami ici. Tu m'as chassé. Mais voilà ça qui vient encore de se répéter. Fais gaffe. Je ne sais pas comment demander ça à mon ami, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on est ensemble dans la voiture. La fille en question m'appelle, elle me dit, mais tu es où? Je dis que non, je suis avec Bruno. On est en train d'aller à un rendez-vous quelque part. Alors qu'on partait dans nos balades. On s'ennuyait un peu le dimanche là. Après, il me demande que c'est qui. Je dis, c'est Mireille. Après, je sens la gêne. Il est gêné. Il prend son téléphone, il simule un appel. Comme s'il est occupé à appeler. Je comprends qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est cramé. Jusqu'à là, je reste tranquille. Il me dit, ah bon, ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur. Mais sauf que les rumeurs ont commencé à fuser de partout. J'ai commencé à recevoir. Je n'étais plus à Vision car je partais souvent de temps en temps passer le temps avec eux là-bas. Pendant qu'on était dans une buvette, il y a un groupe de gars qui me lance, on se connaît très bien, on est anciens collègues. Ils me disent, mais vous les enfants, ils me disent ça en Ewondo, que mais vous les enfants d'aujourd'hui, vous avez des envies bizarres. Hein? Je lui demande, mais comment? Il dit que, mais tu finis avec une femme et tu fais la passe à ton ami. Mais je suis tellement gêné, soupçonnant déjà ce qui se passe. Je décide de ne plus jamais mettre mes pieds là-bas, de m'éclipser même de cet endroit parce qu'il y a des saletés qui entrent déjà dans mes oreilles. Je suis rentré tellement fâché, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait ce que normalement tout homme ne devrait pas faire. J'ai commencé à fouiller son téléphone. Quand je fouille son téléphone, il savait que c'est vraiment ça. Les messages sont tellement coquins que ça frise dans le ridicule. Mais j'ai dit que ça ne peut pas quand même être vrai. Au fur et à mesure que je scrolle le téléphone, je scrolle, je comprends que c'est quelque chose qui date de longtemps. Je reste tranquille. Je commence à me poser des questions. Je lui en parle ou je lui en parle pas. Je digère cette situation pendant près de 3 ans. Jusqu'au jour où ils ont poussé le bouchon trop loin. Mon ex-copine et lui, ils ont poussé le bouchon très loin. Il tombe malade. Il est en hôpital à Bastos, derrière l'école turque. Moi, j'étais dans mes déboires. J'avais décidé de faire dans le VTC. Je suis au garage. Elle m'appelle, elle me dit, il faut qu'on aille rendre visite au frère. Il est hospitalisé. Il dit, ok, j'ai pas de problème. Je suis en Vocata. Dès que je finis, on se retrouve là-bas. On s'est retrouvés là-bas en soirée. Je m'en vais voir mon ami et frère, malgré tout ce que je sais déjà des deux. Moi, j'essaie de faire table rase. Je me dis que bon, c'est une erreur comme ça et puis ça va plus se reproduire. Sa femme, la femme de Bruno est même d'ailleurs enceinte. On se retrouve tous dans la chambre de l'hôpital.
Elle commence à dire comment frère, parce qu'on s'appelle seulement frère, frère et sœur, frère et sœur. Comment frère, ça va, tu as quoi? Je dis c'est le palier, ça, mais ça commence à quand même aller, ça va, ça va. Et à un moment, mon ex-copine me dit, elle a un problème de connexion, est-ce que je peux paramétrer son téléphone? Je prends, je reparamètre son téléphone, je reparamètre les données. Au moment où j'ai encore le téléphone à main, les notifications commencent à sonner. Après, je vois Bruno Bidjan. Chérie, tu viens me rendre visite en début de soirée. Je reprends vite le téléphone, je lui remets. Elle lit ses messages là-bas. Je reste tranquille, je suis choqué, je sors de la chambre. Je m'en vais attendre dehors. Je suis tellement mal que mes bons sangs. Ta femme est enceinte. Tu demandes à la femme de ton ami de venir te rendre visite et tu l'appelles chérie. Que donc tout ce qu'on me racontait était vrai. Je reste tranquille. J'ai tellement mal. Mais je peux pas exprimer, je ne peux pas exploser. Je digère parce que je supporte beaucoup. Je supporte beaucoup les coups. Je digère, on rentre tout naturellement, je n'en parle pas. Mais pendant le trajet du retour à la maison, elle a des questions un peu que je trouve un peu bizarres, comme si elle se reprochait de quelque chose. Moi, je réponds tout naturellement. Mais quand on arrive à la maison, on s'assoit et puis je lui dis, il faut qu'on parle. Il y a des choses qui reviennent dans mes oreilles là, et ça me met tellement mal à l'aise. Moi, j'ai même presque honte. Qu'est-ce qui se passe avec Bruno? J'ai appris une histoire de partouze qui s'est passée lors de votre dernière mission à Samélima, où il y a même d'ailleurs eu des problèmes. C'est arrivé ensemble. Et c'est des gens d'ensemble qui me disent que voilà ce qui se passe avec ta femme ici. Moi, j'ai pas voulu m'accrocher sur ça. Je suis que de toutes les façons, vous avez toujours à dire sur nous croire parce qu'on formait vraiment un trio, elle, moi et Bruno. On était les hommes à abattre là-bas puisque après Obama, il fallait mettre en difficulté tout le monde qui était très proche de lui. Elle me dit non, il n'y a rien, c'est mon frère, les gens racontent les choses partout, ils veulent seulement qu'on nous licencie, ils veulent nous faire tomber, machin. Je tombe sur le panneau, mais par rapport à ce que moi j'ai déjà vu, j'en sais déjà un rayon. Au fil du temps, je continue quand même à surveiller le téléphone, mais sans faire une scène. Ce que je découvre toujours, c'est de pire en pire. Et je me dis de toutes les façons, c'est moi qui suis allé fouiller le téléphone, donc peu importe ce que je vais voir là-bas, j'ai le devoir de digérer dans moi. Pas de scène. Mais après, il y a une tension à la maison au point où je suis déjà un peu méprisé parce que je ne travaille plus. Même où j'avais essayé mon contrat, tout s'est gâté là-bas bizarrement, je n'ai rien compris. J'ai perdu mon contrat, j'ai juste fait 3 mois là-bas. J'ai perdu mon contrat, du jour au lendemain, je travaillais plus, j'étais à la maison. La situation était déjà quand même un peu bizarre à la maison. Je dis, mais c'est parce que je travaille pas que c'est devenu comme ça. De temps en temps, il y avait des missions à Samélima. Chaque week-end, ils étaient toujours avec lui. Un jour, elle doit partir à Samélima. Elle me dit, vraiment, il faut qu'elle parte à Samélima. Si je peux la déposer à Samélima. J'ai dit, ok. On avait une RAV4 2008 en ce moment-là. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas quel a son rendez-vous avec Bruno. À un moment, ça tarde tellement, on devait partir vers les 16 heures. Ça tarde tellement que je commence à me poser la question, mais Bruno est où depuis? Il est en train d'arriver, il a dit qu'il a encore quelque chose à faire. Aux environs de 19h, de 16h à 19h, l'attente est tellement longue que moi, je commence à me lasser. J'insiste tellement qu'il faut que moi, je t'accompagne, je te laisse, et puis je reprends la route, je reviens sur Yaoundé. Après, elle me dit, bon, en fait, il faut que je te dise la vérité. Le truc, c'est que Bruno dit que tu ne peux pas venir. C'est pour ça qu'il ne fait que tourner depuis. Je dis que, mais vous n'aviez qu'à me dire ça depuis. Pourquoi vous tournez? Vous jouez à quoi? Elle me demande qu'on joue à quoi? Mais que non. Dites-moi ça depuis. Je ne serais pas resté là à attendre. Toi, tu sais même d'abord que je n'aime pas sortir. C'était pour t'accompagner, puis basta. Donc non, c'est que le boss a dit que tu ne viennes pas, il ne faut pas que tu viennes, machin, que je reste tranquille. Ça ne fait que me confronter à ce que je pense déjà.
je plie le doigt. Quelques semaines plus tard, elle doit encore se rendre à San Lima, mais pas avec moi. Parce que la voiture est gâtée. On venait tout juste de changer le moteur ce jour. Je suis rentré à la maison avec mon ami qui est garagiste. On venait à peine de rencontrer, on était vraiment fatigué. Après, elle dit vraiment, il faut qu'elle arrive à San Lima de toutes les chances. Parce que, au départ, elle devait partir avec Bruno. Mais après, lui, il a pris une autre fille. Il est parti avec elle. Elle a constaté, elle s'est fâchée. Elle a dit, il faut seulement qu'elle arrive à San Lima. Moi, je crois que c'est un rendez-vous de travail. Non, c'était plutôt autre chose. On démarre la voiture, mon ami garagiste me dit, ça tombe même bien, on vient de changer le moteur, ça tombe bien, on essaye le moteur, on voit comment ça réagit à l'axe. On prend la route, après peut-être, le moteur commence à chauffer, la voiture s'arrête, je dis que mais, qu'est-ce qui se passe? On reste là, on commence à chercher une solution, comment on va faire? 30 minutes après, Bruno arrive, du sens inverse. Tourne la voiture, il vient. Quand il vient dans la voiture, mon ex est au téléphone, elle fait genre, elle ignore. Moi, je suis côté chauffeur. Il ouvre la portière, côté passager arrière. Il se regarde, elle toise au Bruno. Je comprends que, mais vous êtes arrivé au point, vous ne vous cachez même plus. Elle la toise là, il parle, il chuchote quelque chose là, il ne répond pas. Après, je demande, mais c'est quoi le truc? Je dis que non, frère, on va, c'est un malentendu là, on va gérer. Tu sais comment la scène, il commence à me baratiner là, comme il est un beau parleur. Il commence à me baratiner là. Moi, je vois la scène, je vois une scène de deux amoureux qui sont fâchés là. Alors, je dis, ok. Moi aussi, je joue le jeu. C'est comme ça que je lui ai dit d'abord, comme tu es encore là, le temps que tu es là, tu m'amènes un petit au carrefour le plus proche pour que je puisse acheter la colle, on colle le radiateur pour que j'essaie de rentrer sur Yaoundé avec la voiture. Il m'accompagne, j'achète la colle, il revient. Il me laisse avec le garagiste. Ils partent. Ils reviennent me chercher parce que la voiture n'avait pas marché. Ils reviennent me chercher aux environs de 22h, 23h avec mon ami garagiste. C'est comme ça qu'on remonte sur Yaoundé. Cette scène me crotte, j'oublie même l'histoire de la voiture. Cette scène me crotte tellement dans la tête que donc je viens de voir ça avec mes yeux moi-même. Je reste tranquille. La semaine qui suit, j'ai dit donc ok, et c'était proche de son mariage. J'ai envie de le dire à sa femme, à lui, pour qu'on trouve une solution et qu'on arrête. Soit il prend la femme, il part avec, soit ils arrêtent. J'appelle sa femme. Je lui dis, sœur, il faut que je te voie. C'est à propos de Bruno, mais je préfère qu'il soit là. Je préfère aussi que mon ex soit là. On s'assied à 4. Et on sort de cette affaire une fois pour toutes. Chacun prend sa résolution et que ça s'arrête. Voilà, parce que moi, je suis déjà un peu fatigué de Bruno. Les choses qu'il fait aux gens dehors, il vient me faire ça à moi, son frère, moi qui a toujours été là pour lui. Elle me dit, il s'agit de quoi? Je dis que je ne peux pas parler de ça au téléphone. C'est mieux de vive voix. Donc, essaie de voir avec lui. On trouve un temps, on s'assoit à 4. Elle me dit, ok, je l'appelle et puis on cale un rendez-vous. Quand elle me rappelle, elle me dit, je viens de parler au frère, il m'a implicitement interdit de te voir. Je lui ai demandé ce qui se passe. Il m'a dit que Aka, Ebodé dérange trop. Je dis que c'est ce qu'il t'a dit. Je dis que oui, ok. Bon, d'accord. Après, commence à me poser, qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle insiste, elle est tellement insistante que je change plutôt de bouche. Je lui dis non. C'est pour une histoire d'argent. Mais qu'à cela ne tienne, un jour on va se voir et on va en parler de vive voix. Elle-même commence, de son côté aussi, elle menait déjà les enquêtes. De son côté, elle-même menait, elle avait un certain nombre d'informations. Elle reste tranquille. Et moi, je me regrette surtout parce que je réfléchis encore, attends, le mariage est proche. Si tu éclates cette bombe maintenant,
le mariage se gâte. Ça va te retomber sur la tête. Tu vas culpabiliser, monte, tu descends, tu vas culpabiliser que tu auras caché un foyer. Quitte à ce qu'elle apprenne d'elle-même, mais pas de toi, laisse tomber. Si tu peux, pardonne. Digère ta frustration, ta colère, ta déception, ta trahison, mais laisse tomber. Ça peut engager autre chose qui va aller au-delà. Je laisse tomber. Moi, je me dis qu'elle a gobé à ma version. Mais sauf que à la veille, quelques jours à la veille du mariage, sa femme m'écrit, elle me dit, frère, il faut qu'on parle. Du coup, qu'elle lance l'appel WhatsApp. Elle me dit, en fait, je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout. Je me rappelle la dernière fois que tu en as parlé au téléphone, que je t'avais dit même que le frère avait interdit que je te voie plus, que je te parle même plus. J'avais senti quelque chose de louche. Quand toi, tu m'as dit que c'était une histoire d'argent, j'ai compris que c'était quelque chose de louche parce que tu t'es jamais plaint des histoires d'argent avec Bruno. Moi, je connais ma personne. Je sais qu'il est compliqué à faire argent. Mais j'ai su que c'était une façon détournée de ne plus parler du problème. Je suis au courant de ce qui se passe avec ta femme et Bruno. Et ça, depuis. Au moment où j'ai appris, j'étais tellement déçu, fâché, surtout d'elle, à cause de la relation qu'on avait, que moi, je l'ai fait licencier. Je dis, attends, ça, tu me racontes quoi là? Elle me dit que oui, le licenciement de ta femme ne vient pas de ce qu'on te raconte là. C'est moi qui suis allé demander personnellement au boss de la licencier. Parce que lui-même, il est au courant. Mon Dieu. Puisque ça, elle me dit que non. Moi, je pensais même qu'en le faisant, ça va atténuer la situation. Mais moi, je pense que ça ne fait que perdurer. Elle dit que, ça t'engage là-bas. Tu as fait ce que tu voulais, mais moi, je m'étais rétracté parce que j'allais culpabiliser Créma que si ça se gâtait à cause de cette histoire, ça allait me retomber dessus. Tant mieux comme toi-même, tu as découvert. Mais qu'à cela ne tienne, de moi, de mon côté, je préfère faire table rase de ça. J'oublie. Je considère que c'est une erreur. S'ils sont sérieux, ils vont continuer. Ça va se limiter que j'ai un enfant avec elle. Donc, fais ce que tu veux là-bas, ça ne me regarde plus. Moi, je crois que cette histoire s'arrête là. Avant que mon ex ne voyage, il s'est passé encore une scène surréaliste à Place, à Carrefour Ardan. On est en train de faire les achats pour son voyage. L'avant-dernier jour, je pense. On est assis là-bas, on rencontre une ex-collègue là-bas aussi. On décide de s'asseoir pour manger midi. On parle de tout et de rien. Le téléphone de mon ex sonne. C'est Bruno qui appelle. Nous connaissons tous la mine d'une femme qui parle avec un homme dont elle a des sentiments, elle a des trucs. Et tout ça se passe devant moi. Et ce qui me choque le plus, c'est que je l'entends, elle, lui répondre au téléphone, qui est ta deuxième femme? Tu t'es marié, non? Laisse-moi tranquille. Je suis assis sur la même table. Mon corps tombe dans le ventre. Elle finit son appel, je fais comme si de rien n'était. Quand elle raccroche, ils ont leur causerie là-bas. À un moment, ils ont commencé à chuchoter. Je me suis demandé que mais cette fille ne me respecte même pas. Elle arrive à ce point. Jusqu'à elle lui dit même que non, le frère là, il est en face de moi. Mais vous avez... C'est surréaliste. Je dis ok, finit son appel. Pendant on continue la causerie. Après, elle me sort un truc. Vraiment, à l'heure où je suis là maintenant, peu importe ce qui arrive, moi je fais ce qui est dans ma tête, je vis ma vie tranquillement. Je suis encore assis sur la table. Je reste tranquille, on finit les achats, on rentre à la maison. On rentre un peu tard. Le soir, je l'ai appelé au balcon, je lui dis, en fait, il faut qu'on parle. Moi,
de tout ce qui s'est passé entre Bruno et toi, moi j'avais décidé de laisser. J'ai même d'ailleurs laissé. Faites ce que vous voulez, chacun a sa vie. De toutes les façons, on n'est pas encore mariés, donc tu as encore c'est ton droit de choisir quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas, ce ne reste que par respect pour mon âge, au moins par pitié. Il y a les choses qu'une femme devrait s'abstenir de faire. Tu sais que je sais déjà ce que vous trafiquez à deux. Mais ça ne t'empêche pas quand même d'avoir une conversation aussi intime avec lui devant moi, devant ta copine. Non. Là, tu m'as montré à quel point je n'étais rien du tout. Non, ce n'était pas pour te blesser. Je ne me suis même pas rendu compte. Je dis que justement, tu ne t'es pas rendu compte. C'est pour ça que je suis moi me resté tranquille. Et comme on était au milieu des gens, je n'ai jamais d'ailleurs fait une scène comme ça devant les gens avec toi. Donc du coup, j'attendais qu'on rentre à la maison et que je te pose vraiment la question que qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr que tu as encore toute ta tête? Tu es envoûté? Qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais? Je ne te reconnais pas. Elle essaie de se justifier là, de tourner. J'ai dit que non, de toutes les façons, c'est ce que je voulais te dire avant que tu ne voyages. Donc vraiment, j'ai libéré mon cœur. Fais ce que tu as à faire. Quant à moi, je sais déjà où est ma place. Elle voyage, je m'avais même d'ailleurs accompagné à l'aéroport à Douala et prendre son vol et part. Quelque temps après, 2 semaines, la femme de Bruno m'envoie encore les captures d'écran qu'elle trouve dans le téléphone de son mari. Je lui dis ça, moi je t'avais dit, je ne veux plus rien entendre parler de ces deux. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi j'ai pardonné. J'ai digéré ma colère, ma trahison, je suis resté tranquille, mais vraiment, je ne veux plus entendre parler de ce qui trafique à deux. Fais de lui ou d'elle ce que tu veux là-bas, mais je veux vraiment passer à autre chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et lui là-bas chez eux. Après, 2 jours après, mon ex m'appelle, elle me dit, bon voilà, appel vidéo, bon voilà, en fait, avec tout ce qui s'est passé, patati patata, vraiment, moi je vais avancer dans la vie. Je ne vois plus d'avenir avec toi. Je dis que, ok, c'est bien déjà de me le dire. Je dis que, ok, tu es sûr de ce que tu dis. Je dis que oui, vraiment, mais que ça, qu'à cela ne tienne, si un jour on va se retrouver, on se retrouvera. Je dis que non, maman, tu as déjà dit l'essentiel. Je ne vois pas pourquoi on va encore se retrouver. Elle me dit non, en fait, ce que je veux te dire, c'est que j'ai vraiment besoin d'abord d'une pause. Je dis que maman, prends ta pause. Mais sauf que je suis sûr qu'au moment où ta pause finira, la mienne va commencer. Donc de toutes les façons, j'ai compris, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Tu as 5 ans de vie commune avec une fille. D'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est connus, on n'avait rien. Je vivais dans une chambre insalubre. Il faut pas nier son passé. Une chambre insalubre, j'ai passé des moments très difficiles avant de commencer à Vision 4. On est quitté de la chambre en studio, du studio à un appartement au quartier Fouda. Un appartement même que mon frère nous avait reprocédé. Je me suis posé la question que, mais à un moment, qu'est-ce que j'ai fait à Bruno? Qu'est-ce que j'ai fait à Bruno un jour pour que il en arrive là? Je ne comprends pas. Je l'ai méprisé un jour, je l'ai trahi un jour, je me pose 1001 questions. Que frère, tu as fait 2 semaines en cellule au GMI quand on t'avait arrêté pour l'histoire de ta femme. Personne d'autre ne savait où tu étais. Moi, j'étais avec toi chaque jour, matin et soir, je rentrais la nuit. Je m'occupais de toutes tes autres courses. Même ta famille ne savait pas, ou même ta mère ne savait pas où tu étais. J'ai gardé le secret, j'étais seulement avec toi, tout le temps. Tout ce dont tu avais besoin, j'étais là. Bruno, on a fait la route de Saint-Melima ensemble. Il y a des fois, on avait même les crevaisons et les gens comme parfois on portait les gens en route pour essayer de jongler avec le carburant qui vomissait dans la voiture. Je finissais de nettoyer. Bruno, avec tout ce qu'on a vécu ensemble.
qu'est-ce que je t'ai fait? Que tu arrives à prendre la mère de mon enfant. Et le pire, c'est que tu as commencé à le faire pendant qu'elle était déjà enceinte. C'est-à-dire que tu n'as même pas eu froid aux yeux. Ça ne t'a même pas gêné que non, c'est la femme d'un frère. Donc, ce que tu faisais à Obama, quand il t'envoyait souvent accompagner ses amis qui venaient souvent au bureau, toi, tu les détournais. Elles devenaient tes copines. Tu viens me faire ça à moi. Non, Bruno. Tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Je me suis posé une question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais après, je me suis dit, bon, ok, j'ai décidé de pardonner, je pardonne et puis ça passe. D'ailleurs, même en vouloir à quelqu'un, c'est trop de travail, j'ai pas ce souffle-là. J'avais commencé à avoir des problèmes cardiaques, j'avais des palpitations, je respirais plus bien, j'avais même déjà peur. Tout ça se passe, personne n'est au courant. À part sa femme à lui, je gère cette histoire seul parce que moi, j'ai honte quand on va la prendre, mon Dieu. Elle est connue. Elle passe à la télé. Par contre, moi, je suis plutôt derrière la caméra. Ça va l'éclabousser. Je sais, c'est un peu ça qui m'a retenu. J'aurais réagi comme un bon étonne. J'avais des idées obscures qui passaient dans ma tête. Je voulais faire quelque chose à Bruno. Pour me venger, j'avais vraiment des idées obscures dans ma tête. Et à un moment, je me suis posé la question, mais Ebodé, c'est pas toi. Ce qui est en train de passer dans ta tête là, ce n'est pas toi. Tu n'es pas quelqu'un comme ça. Il ne faut pas que cette situation t'atteigne vraiment au point où tu vas faire des bêtises ou quelque chose que tu vas regretter. J'ai commencé à me parler. J'ai digéré comme je pouvais. Elle est partie. J'ai continué mon petit bout de chemin. Mais pendant qu'elle finit ça, elle finit de me dire tout ça, on s'est entendu sur rester tranquille. Moi, je reste tranquille, j'ai mal, je viens de perdre celle que j'aimais, en dépit de toutes celles que j'ai refusées. D'ailleurs, même la fille avec qui j'étais à 100 millimètres, parce qu'on s'est connus au moment où elle aussi était en ballottage, donc je devais choisir entre elle et la mère de mon enfant. J'ai plutôt choisi la mère de mon enfant parce qu'elle était plus calme. J'ai commencé à regretter, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Pourquoi j'ai fait un mauvais choix? Et pourtant, tout allait bien, c'était calme. On a évolué ensemble. Elle m'a même fait évoluer. Je vous dis, je sortais de rien. Je ressemblais à rien, j'étais un squelettique. Mais où le bas me blesse, au point où je vais faire cette vidéo, c'est pour que, si jamais le combat me dépasse, parce que quand je vais retourner où je dois aller, si jamais le combat me dépasse, il faut que les gens sachent ce qui s'est passé dans ma vie. Parce que même aucun membre de ma famille n'est au courant de tout ce que je traverse depuis. Aucun membre de ma famille n'est au courant. Ni ma mère, ni mes frères et sœurs, personne. Excusez-moi. Il y a des choses qui remontent et ça me met mal à l'aise. Où mon ami franchit le Rubicon et que je découvre que il est l'instigateur de toutes ces situations que je vis depuis plus de 4 ans. Je suis chez moi, la grande sœur de mon ex-copine m'appelle et me dit: voilà, j'ai ma belle-sœur qui va venir commencer le travail à Yaoundé et elle cherche un endroit où aller parce qu'elle habite une femme comme toi, Tchaoudja. Du coup, ce sera plus facile pour elle de rallier son lieu de service. Je lui ai dit que bon, de toute façon, en ce qui me concerne, j'ai pas un problème. Mais tu sais, j'avais ta sœur,
j'ai été avec ta soeur et ses effets sont même d'ailleurs encore ici à la maison. Donc du coup, il serait plus judiciable, il serait plus correct que tu en parles d'abord avec elle et avec ta maman. La réponse qu'ils donneront, c'est avec elle que je vais me plier parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame après. Elle me dit, ok, je te rappelle, je demande. Elle me rappelle 15 minutes après, elle me dit, ok, j'ai demandé à maman, j'ai aussi parlé à ma petite soeur, elles sont d'accord. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Passe-moi donc le numéro de la fille et puis je lui indique la maison et je vais laisser la clé derrière à la fenêtre. Elle va trouver le motoman, même qui va l'accompagner à la maison, on va lui montrer l'appartement où je suis. Ça se passe, la fille s'installe à la maison. Elle a sa chambre, parce que c'est une maison de 3 chambres, elle a sa chambre. Après, 2 semaines après, de temps en temps, elle rentre dans sa famille à Ebolova. Quand elle rentre dans sa famille, le deuxième voyage qu'elle fait, elle revient, elle me dit, il y a une situation, en fait, je ne sais pas comment te parler de ça. Il y a ma soeur, voilà, elle traite les gens et elle a eu une vision sur toi, donc du coup, elle a demandé à sorte que tu l'appelles. Je dis, de toutes les façons, au point où j'en suis, rien d'autre ne peut plus me surprendre avec tout ce que j'ai déjà vécu. Je viens de perdre 6 millions et demi que j'ai confié à quelqu'un de garder. L'argent a disparu comme par enchantement, comme par sorcellerie. Je suis à bout, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, tout ce que j'essaie de faire, rien ne marche plus, je perds tout. Les voitures même se sont gâtées, même la voiture que je viens d'acheter pour commencer à faire Yango avec la voiture me dérange énormément. Je lui ai dit, de toute façon, je vais réfléchir, je vais voir. 2 semaines passent, elle envoie encore la nouvelle, elle dit que j'ai dit, dis à la personne chez qui tu habites. Elle vient encore me dire que ma grande soeur dit, ma petite soeur dit, dis à la personne chez qui tu habites de venir me voir, c'est urgent. S'il ne vient pas, c'est son problème. Je vous aurais prévenu. Je prends un peu peur, j'ai dit ok, je prends le téléphone, je l'appelle un après-midi. Je me présente, elle me dit oui, ok. Elle me dit, je ne veux pas te parler au téléphone, mais il faut que tu arrives ici à Ebolova aujourd'hui. Passer le délai, moi je ne pourrais plus rien pour toi. J'ai dit ok, je n'ai pas d'argent sur moi, je vais trouver quelqu'un qui va me prêter l'argent pour venir. Je ne vais pas d'ailleurs voir ma baillerie, c'est elle qui me donne l'argent de transport. Je prends la voiture. Je prends la voiture en van, une voiture d'occasion, je prends une voiture, j'arrive, je vais partir à Ebolova. On démarre la voiture, une voiture occasion d'Europe. C'était sa première semaine au pays. Je suis sûr que non, avec ça, on va arriver à de bonnes conditions. Je serais même à l'aise que de attendre le car pour que ça charge. On a démarré la voiture, on a quitté ensemble, on a traversé l'échangeur. On est arrivé à l'autoroute. À côté d'un Simalène, le moteur explose. Du coup, oh là là. Le moteur explose, la voiture s'arrête. On descend de la voiture. Moi, ça me fait tellement peur. Enfin, un certain nombre d'informations qu'on m'a donné sur moi. Mais est-ce que c'est pas à cause de moi que cette voiture s'est gâtée? À un moment, tu deviens parano. Je prends mon téléphone, je l'appelle, elle me dit, tu as quel niveau? Je dis, je suis bloqué sur l'autoroute en Simalène. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, en fait, voilà, la voiture, le moteur a coulé. Et là, je ne sais pas quoi faire. Elle me dit, tu es un homme, débrouille-toi, mais arrive à Ebolova aujourd'hui. Je suis presque à 4 km de Simalène. Et sur le tronçon de l'autoroute, il n'y a pas de taxi. Je commence à marcher de là jusqu'à l'échangeur pour prendre un taxi, arriver sous un soleil battant. Pour arriver à l'échanger, prendre un taxi et rallier un van. Je me suis fait des amis de fortune là sur la route, les cordonniers qui faisaient aussi le chemin. On a fait le chemin ensemble. Je suis arrivé à l'échanger, j'ai encore pris le taxi. Cette fois-ci, j'ai pris le bus. On a pris le bus, on a démarré. Quand on traverse un Balmayo, je ne ressens plus mon corps. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule, j'ai des frissons, le froid me touche. Au fur et à mesure qu'on avance,
Je suis en état de choc, mon corps ne répond plus. Je commence à grelotter dans la voiture. Les gens prennent même peur. Je dis que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade. Quand on est malade, on prend pas la route. Je dis que je n'étais pas malade quand j'ai pris le bus. Je n'étais pas malade. Mais moi, je commence à soupçonner ce qui se passe dans ma tête. Mais comment dire à tous ces passagers que voilà, je suis en train de vivre des choses bizarres depuis cet après-midi. On avance, on avance, on avance. Je prends peur au moment où les passagers conseillent au chauffeur de s'arrêter dans un centre de santé, de me faire descendre et je reste là, quelqu'un viendra s'occuper de moi. Je lui dis, attends, je vais appeler d'abord, j'appelle la dame, je lui explique la situation, tout avec une voix qui tremblotait, même dit que voilà, comme tu vois là, ça ne va pas ici. On suggère même de me laisser dans un centre de santé, dans une ville plus proche là, pour qu'on me soigne d'abord. Elle me dit, ne descends pas de la voiture, arrive à Ebolova. Tu vas arriver à Ebolova. Elle me dit quand tu vas raccrocher, tu as pris ta Bible comme je t'ai dit. Elle me dit, oui, ok. Lis tel psaume, tu le lis 7 fois. Tu vas arriver. Moi qui ne connaissais pas ouvrir la Bible avant, j'ai commencé à apprendre parce que j'étais déjà touché. J'ai ouvert une Bible que la mère de ma fille m'avait offerte et que je n'avais jamais ouverte. J'ai commencé à lire, j'ai fini et puis on arrive au péage avant Epolova. Dès qu'on a traversé le péage, le palu a disparu. Je reprends mon cœur. Les gens sont même étonnés dans la voiture qu'est-ce qui se passe. Tu as déjà guéri. Je ressens vraiment mon corps. J'arrive chez la fille, il est presque 17h. 17h par là, presque 18h. J'arrive, bon, comme c'est une famille qui me connaît aussi un peu parce que ma belle-sœur est là-bas, mon ex-belle-sœur est là-bas. J'arrive, je salue les gens qui sont dehors. Quand je vais entrer, on me ferme la porte au nez. Brutalement, je suis même étonné que c'est quel genre d'accueil ça. Elle envoie la nouvelle que dites-lui de rester d'abord là-bas dehors. Je reste dehors, je suis même un peu frustré que je ne peux pas demander à quelqu'un de venir et puis tu lui fais ce genre de scène. Je dis que ok, je vais rester, je digère. De toute façon, tu as digéré plus que ça, donc rien ne peut plus t'étonner. C'est dans cet état d'esprit que je suis, rien ne peut plus m'étonner. 15 minutes après, on ouvre la porte. Elle dit, il peut ancrer. Je vois comment elle verse cette encre devant la porte. Elle me demande de m'asseoir juste en face d'elle. Elle me demande, ça va, tu t'appelles qui? Je m'appelle Franck Ebodé. Ça va. Je dis que si ça allait, je n'allais pas venir ici. Elle me dit, en fait, ne vois pas comment on t'a fermé la porte là. C'est qu'en fait, c'était pas le moment. Quand tu es arrivé, tu m'as surpris, tu m'as même pas dit que tu étais à côté de la maison. Je me serais préparé en conséquence. En fait, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas seul. Je lui dis, mais je suis pas seul. Comment? Il dit que non, tu n'es pas venu seul. Il y a toute une légion à ta suite. Tu n'es pas seul. Donc, je ne pouvais pas accepter que tu entres comme ça sans que je ne barricade la maison. C'est quand même une maison d'habitation. Il y a des gens qui vivent ici, là, donc il y a des choses que je ne peux pas laisser ancrer. Donc, ne te fâche pas. Voilà ce qui s'est passé réellement. Je suis d'abord stupéfait que une légion. Je dis que bon, allons-y. Nous sommes déjà à ce niveau. Elle me dit, après elle me pose la question, pourquoi tu es allé ancrer dans une secte? Je vais ancrer dans une secte. Elle me dit, oui, je te pose encore la question, pourquoi tu es dans une secte? Je dis que bon, honnêtement, si je suis dans une secte, et ma vie va si mal depuis des années comme ça, là, et puis je viens me présenter ici là pour voir un peu si je peux trouver une situation, même pas la prière. Elle me dit, ton nom il serait dans un livre, dans une secte. Elle recommence encore les langues en crance. Quand elle revient à elle, elle me dit, je t'ai vu parce que ton nom est inscrit.
mais c'est quelqu'un d'autre qui a inscrit ton nom. Je me dis que, oh là là, les choses que j'entends souvent, bon, ça arrive à mon niveau. Et je me dis, ok. Elle me dit, tu travailles avec la personne, tu es très intime avec la personne, tu es très lié avec la personne, c'est une relation vraiment forte, vous êtes vraiment très liés. Tu travailles avec la personne. Et vous vous connaissez un peu depuis. Moi, dans ma tête, je n'ai que 2 personnes comme ça dans ma vie. La première personne, c'est Hervé. Je dis, c'est lui qui vient d'abord dans ma tête. Non, Hervé. Elle me dit non, pas lui. Laisse-le lui là-bas. Ce n'est pas lui. Je cherche dans ma tête ici. Avec qui encore j'ai vraiment une relation aussi forte. Je parle comme ça sous le contrôle de la grande sœur à mon ex. Elle est assise puisque c'est là-bas qu'elle est en mariage. Elle est assise. Je dis, elle me dit, cherche bien dans ta tête. Moi, je connais le nom, mais je veux que ça sorte de ta bouche. Après, je dis, Bruno. Non, pas lui, comment? Elle me dit que pas lui, comment? C'est le nom là que je voulais que tu prononces. Je dis que non. Elle me dit que aussi. Je dis que Bruno, mon ami. Elle me dit que, et tu continues même encore à l'appeler ton ami. Tu oses encore dire que ton ami. Moi, je sais de quoi elle parle. Du coup, moi aussi, je veux vraiment tester si vraiment sa vision est vraiment cohérente. Elle me repose encore la question, mais tu penses vraiment que tu as encore le devoir de l'appeler, pas le devoir de l'appeler ton ami. Je lui dis que, je vais donc faire comment? Elle me dit, après tout ce qu'il t'a fait, tu oses encore l'appeler ton ami. Les amis ne se font pas ça. Les frères ne se font pas ça. Je dis que, jusque-là, je ne comprends pas. Il ne t'a pas pris ta femme? Pouf. J'ai dit, je ne connais pas cette fille, je viens de la rencontrer. La grande sœur de mon ex n'est pas au courant de cette histoire. Comment cette fille qui ne me connaît pas connaît cette histoire? Ni sa petite sœur qui vit chez moi. Je n'ai jamais parlé de ça avec elle. Il ne t'a pas pris ta femme? Il commence à taper le pied au sol. Il ne t'a pas pris ta femme? Je suis d'autant plus gêné que ma belle-sœur qui est assise, je sais que je vais répondre quoi? Il commence à gratter la tête et dit, en fait, il y a une histoire qui s'est passée comme ça. Elle me dit que raconte alors. Raconte-moi, moi, je veux que ça sorte de ta bouche. Je lui brossais un petit résumé comme quoi j'ai découvert et puis j'ai laissé tomber, machin, truc. Après, elle me demande, tu oses encore appeler ton ami? Quelqu'un qui prend ta femme, ta copine, encore plus même avec qui tu es en lien, vous avez un enfant. Il veut te tuer. C'est lui qui a mis ton nom dans ce livre. Et tu es là-bas embrûlé comme ça dans un gras. Tu es un paquet qu'on a mis de côté. On viendra prendre le moment venu. Je dis que wow. Après, elle me demande, ok. Elle me dit, tais-toi. Je me tais. Elle me demande que tu dois quoi à ces gens? Parce qu'ils sont là, ils sont devant la porte. Ils te réclament. Il te réclame. Je dis que je ne dois rien à personne là-bas. Tu ne dois rien à ton ami. Je dis que je ne dois rien à mon ami. Tu ne dois rien à ton ancien employeur. Je dis que je ne dois rien. Il me parle de beaucoup de choses ici, là. Qu'il faut que tu commences d'abord par te confesser que tu les dois. Si tu dois, dis ta version. Si ta version coïncide avec ce que moi je pense que je suis en train d'entendre, je vais peser. Et dans la balance, je préfère te dire honnêtement, dans la balance, s'ils ont ce ne reste qu'un peu raison, moi je vais te lâcher, je ne pourrai pas te traiter. Ils vont te prendre et c'était bon pour toi. Je lui ai dit que je ne sais pas ce que je dois ni à mon ami, ni à mon ancien employeur. Tout ce que j'ai eu là-bas, c'était sur l'effort du travail avec ma copine. Donc du coup, on doit rien là-bas. Et d'ailleurs, même tout ce qu'on a eu, ce n'était pas l'argent qui nous donnait en main comme ça. C'était qu'on travaillait, d'autres personnes nous récompensaient, pas la maison même. Elle dit, ok.
Après, étant l'oreille, elle dit que vous avez donc entendu, non. Maintenant, vous pouvez partir. Elle est en train de parler à la porte. Moi, je vois rien. Elle est en train de parler à la porte. Elle dit que maintenant, vous pouvez partir. Et la personne qui va rester va écoper. Après, elle commence à parler seule là. Je trouve ça tellement bizarre. C'est la première fois que je vois ça de mes yeux. En dehors, dans les documentaires, où je vois ça de mes yeux. Je dis que wow, ça devient sérieux. Après un moment, elle ferme la porte. Elle me dit, bon, ok, il est 18h. On va d'abord commencer par une séance de prière. Mais avant de commencer la prière, elle me dit, est-ce que tu es sûr que tu veux te faire crêter? Je lui dis, oui, je suis fatigué de vivre la vie que je vis là. Je suis devenu presque un clochard. Je vis des dons. Tout, rien ne marche. Tout se gâte. Même la voiture que j'ai laissée à Yaoundé actuellement, là, que je devais faire Yango avec, tout s'est gâté. Je ne fais plus rien actuellement. Je ne sais même pas comment elle vit pour payer les factures. Elle me dit, si on commence, quand il y aura la réponse de l'attaque que tu as subie, est-ce que ça ne va pas te gêner que ça se répercute sur la personne qui a fait ça? Je dis qu'au point où j'en suis, moi-même j'ai des enfants. J'ai 2 enfants. Donc moi je vais me sacrifier pour quelqu'un qui veut m'abattre et pour qui même j'avais décidé de laisser passer un certain nombre de choses que non, je t'avais promis que je serais ton frère à vie, mais toi tu ne fais que enchaîner les erreurs comme ça là, je sais pas, les trahisons comme ça là, je dis que non. Au point où j'en suis, je suis fatigué. Si c'est comme ça, moi-même, il faut que je me protège parce que moi-même, j'ai une progéniture. Je ne sais pas qui va s'occuper de mes enfants quand ils ne seraient plus là. On engage, peu importe ce qui arrive, je suis prêt. Je dis ok. On a engagé la prière. Ce jour-là, on m'a mis dans un cercle de sel. Pour ceux qui sont très poussés dans la spiritualité, ils comprendront ce que c'est que mettre quelqu'un dans un cercle de sel. Oh mon Dieu, j'ai reçu des sensations, j'ai ressenti des sensations que je n'ai jamais ressenties dans ma vie. Picotement, affaiblissement des genoux, le corps qui fait mal, les courbatures qui reviennent, tout, donc à peu près tout ce que je ressentais dans la voiture quand je venais. Je suis tellement déjà mal que je veux même m'accroupir, je ne tiens pas debout dans le cercle. Elle me dit reste debout. On engage à prier jusqu'à 20h. Elle ne fait que crier sur moi. Elle prie, elle prie, elle prie, elle crie sur ma tête. Elle prie, elle prie, elle prie. À un moment, à 20h, elle a dit, elle est un peu fatiguée. On va continuer demain. Je dors. Je ne sais pas où je me retrouve. Là, toute la nuit, là, je ne sais pas où je me retrouve. Elle me dit, après, elle me dit, j'espère que tu n'es pas pressé parce que la prière, ce n'est pas comme chez les praticiens, ça prend du temps. J'espère que tu n'es pas pressé. Je dis que maman, oui, je suis là. Aucun enfant ne m'attend à la maison. Si ça peut m'enlever, du coup, je me couvre. On continue, on continue, on continue. Pendant des jours, on est dans les séances de prière, on est dans les lavages avec les bains, les encens. On est à la fin de l'année de décembre 2023. Un matin, elle se lève, elle dit, elle voyage. Elle prend son sac, elle passe en crier garde. Elle me laisse les séances de prière que je dois rester faire et les bains que je dois utiliser. Je finis dans l'après-midi. Je commence à laver mes petits habits que j'avais, que j'étais parti avec là-bas à Bolova. Le palu me reprend encore. Nous sommes le 31. Non, nous sommes le 30. Entre le 29 et le 30. Je me rappelle même plus bien de la date. On va bientôt fêter le réveillon. Je pense que c'était le 30, oui. C'était le 30. 30 après-midi. Un palu indescriptible m'arrête. Je ne comprends pas ma tête. Je force quand même à finir de rincer mes habits, je les sèche. Quand je finis de sécher les habits, je ne tiens plus debout. Je rampe presque pour aller dans la chambre me coucher. Étant là-bas, je grelotte, je sens mon corps est glacé. Donc c'est glacé, ça chauffe, c'est glacé, ça chauffe, les frissons, la chair de poule. Je commence à prier dans le cœur que ouais, la fille, si tu as commencé un travail sur moi maintenant, tu as voyagé. Quand tu me laisses comme ça là maintenant, je sais que qu'est-ce qui est en train de se passer. Moi, je n'ai pas les yeux pour voir.
Je prie dans le cœur, je prie dans le cœur, je prie dans le cœur. De temps en temps, sa maman vient me regarder dans la chambre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle aussi, quand elle engage, elle est dans la prière avec moi, elle engage. À un moment, je suis à bout, je dis que ouais, la fille, c'est pardon, viens. Je commence à parler dans mon cœur, pardon, viens. Moi, je ne sais pas qu'au moment où l'attaque a commencé, elle a pris la route, elle est revenue